Les espions et l'histoire. Une émission de Madeleine Rico, réalisée par Evelyne Frémy. Eh ben, je vous laisse ici, monsieur Anderson. Faut que je me retourne. Surtout, continuez pas tout droit, mais faites un détour par Tarrytown. Mais cela va me retarder. Oui, mais c'est dangereux de traverser le bois près de Croton River. C'est un terrain entre les lignes où des maraudeurs pillent les fermiers et attaquent les passants. Les uns qu'on appelle les cow-boys sont pour les Anglais, et les autres, les Skinners, sont pour les insurgents. Mais, croyez-moi, vaut mieux pas tomber sur les uns ou sur les autres. J'irai au plus court. Le général Clinton m'attend avec impatience et je n'ai que trop tardé. Oh, il y a d'ailleurs plus long avant d'être en sécurité dans les lignes anglaises. Que le Seigneur vous protège, monsieur Anderson. Merci, Joshua. Merci pour m'avoir offert le gîte et accompagné. Ah, c'était de bon cœur, monsieur Anderson. Vous êtes un homme bien sympathique. Je vais aller dire au général Arnold que vous vous en êtes bien retourné. Au revoir, Joshua. Au revoir, monsieur Anderson. Halte! Où allez-vous? Bonjour, messieurs. Je vois que vous portez des manteaux du régiment de Hesse. Je pense que vous êtes de notre parti. Quel parti? Le parti loyaliste. C'est exact. Je suis un officier britannique, envoyé en mission spéciale en territoire ennemi et j'espère que vous ne me retarderez pas. Prouvez-le nous. Voici ma montre. Mon nom est gravé dessus. Je vois. Maintenant, faut que vous sachiez que nous sommes des Skinners. Les manteaux que nous portons, on les a pris à des prisonniers. Aveu pour aveu, je suis américain. Et voici le laissez-passer avec mon portrait que le général Arnold m'a établi à mon véritable nom. John Anderson. Messieurs, vous feriez mieux de me laisser aller, sinon vous aurez des ennuis pour avoir retardé la mission que le général Arnold m'a confiée. Je dois rencontrer aux Plaines Blanches un émissaire venu des lignes anglaises et qui est en intelligence avec le général. Il faut pas vous offenser si on vous ennuie. Il y a des drôles de gens qui passent sur cette route et on ne sait pas si vous n'en êtes pas un. Mais le laissez-passer... Ah, peut-être qu'il est bon. Mais alors pourquoi vous avez dit que vous étiez un officier anglais? Pour vous éprouver, voir votre loyauté à la cause des insurgents. Ouais. Et la montre avec un nom qui est pas celui d'Anderson. Je l'ai trouvé sur un tué anglais. Ouais, faut quand même qu'on vous fouille, pour être sûr. Ouais. Mettez-vous derrière les buissons, là-bas. Et déshabillez-vous. Bien. Mais après, vous me laisserez partir. Ouais, si on trouve rien de suspect sur vous. Rien dans le manteau. Rien dans le gilet. Aux bottes, maintenant. Voilà. Tu vois quelque chose dans la botte, William? Non, elle est vide, Paulding. À l'autre, maintenant. Ouais. Toujours rien. Au bas. Comment au bas? Faut les enlever. C'est stupide. Je vais m'écorcher les pieds sur les pierres. T'en mourras pas, mon gars. Et puis ça rafraîchira tes bas de les secouer un peu. Bon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Des papiers. 1, 2, 3 papiers qui étaient cachés sous son pied. Voyons voir l'autre. Encore des papiers. Oh, c'est pas naturel, ça. Vous êtes un espion. Si vous me laissez aller, je vous donnerai ma montre. Et 100 guinées. Plus, si vous voulez. Je vous indiquerai un endroit où vous viendrez chercher la somme. Non. Même si vous nous offriez 10 000 guinées, on ne vous laisserait pas vous enfuir. Qui êtes-vous? Je ne le révélerai qu'à un officier si vous me conduisez à lui. On va le mener à North Castle et le remettre au cavalier du colonel Jameson. Vous pourrez lui dire qui vous êtes. Veuillez écouter la fin tragique du major John André, héros de la guerre d'indépendance, avec Jean-Pierre Leroux et la participation de Jacques Houbard.
Les papiers trouvés dans les bas de l'homme que les Skinners m'ont amené en fin de matinée, alors que vous étiez en inspection, Major Talmadge, m'ont semblé si importants que je les ai fait porter aussitôt par un messager au général Washington. À Hartford? Oui, mais je savais qu'il devait s'y rendre pour y rencontrer le commandant des armées françaises, le maréchal de Rochambeau. Que contenaient donc ces papiers? Ils indiquaient le nombre des soldats se trouvant dans la forteresse de West Point, celui de ses canons, les points faibles de la défense où l'on pourrait mettre le feu avec des bombes. Et il y avait aussi l'exposé du général Washington au Conseil de guerre, le 6 septembre dernier, et l'état des forces des insurgents. En somme, si cet homme avait pu gagner les lignes anglaises, il fournissait à nos ennemis non seulement le moyen de prendre West Point, mais aussi des renseignements permettant de vaincre nos troupes. Cet Anderson est un espion. Voyons, Major, ce n'est pas possible. Et pourquoi? Ces papiers étaient tous rédigés de la main du général Arnold, le commandant de West Point. L'espion les lui avait volés, sans doute. Non. Pourquoi non? Mais parce que ce civil avait un laissez-passer signé du général Arnold lui-même, au nom de John Anderson. John Anderson, dites-vous? C'est bien ce nom-là. Vous le connaissez? Non, mais il y a une dizaine de jours, j'ai reçu en tant que commandant second de Northcastle un avis du général Arnold d'avoir escorté jusqu'à lui un certain John Anderson, si je le rencontrais lors de mes reconnaissances entre les lignes. Il ne peut s'agir que du même Anderson. C'est probable. Le général Arnold attendait cet homme. Voilà qu'il est capturé alors qu'il se dirigeait vers les lignes ennemies, portant sur lui des renseignements militaires de première importance. Comprenez-vous ce que cela veut dire, colonel Jameson? Ma foi, non. Où est-il? Il nous faut l'interroger de toute urgence. Mais il n'est plus à Northcastle. Je l'ai envoyé sous l'escorte du lieutenant Allen et d'un garde. Où, à Hartford? Non, à West Point. Vous êtes mon supérieur, je n'ai pas le droit de vous critiquer, colonel, mais vous avez commis une imprudence. Il faut le rattraper avant qu'il arrive à West Point, le ramener ici, l'interroger, puis le faire mener directement au quartier général à Tappan. Vous croyez, Major, qu'il faut faire cela? Il ne faut à aucun prix que cet Anderson ne tombe entre les mains du général Arnold. Si ce que je soupçonne est vrai, celui-ci le fera évader. Bien. Je vais donner les ordres en conséquence. Mais je tiens absolument à ce que la lettre que j'avais écrite au général Arnold et confiée au lieutenant Allen soit remise à son destinataire. Cela me semble inutile et dangereux, colonel. Mais le fort de Northcastle et ses officiers sont sous les ordres du général Arnold. Il ne peut rester dans l'ignorance de cet événement. Je risque mon poste. Arnold n'est pas commode, vous le savez, Talmadge. Je pense, colonel, que vous faites une grave erreur en supposant que le caractère du général Arnold puisse avoir dorénavant une influence quelconque sur votre avenir. Colonel, j'ai bien observé cet Anderson pendant que nous l'interrogions pour découvrir sa véritable identité. Il n'a pas voulu nous la révéler, mais je suis certain que ce n'est pas un civil. Sa façon d'entrer dans ce poste, d'aller, de venir, de s'asseoir, tout dénote un militaire. Je ne serais pas surpris que ce soit un officier anglais. Un officier anglais? Ceci confirmerait vos soupçons. Que devons-nous en faire? Je pourrais le conduire jusqu'à Salem où il serait en sécurité sous la garde du régiment de Sheldon. Je resterai avec lui jusqu'à ce que le général Washington statue sur son sort. Ceci me semble judicieux. En partant maintenant, nous arriverons vers les 8 heures du matin à Salem. Quel jour sommes-nous donc, Major? Demain, ce sera le 24 septembre 1780, et la guerre d'indépendance en est à la fin de sa 5e année. Et rien ne laisse prévoir qui sera vainqueur des Anglais ou des insurgents. En pouvez-vous douter, colonel, alors que les Français nous assistent? Vous savez bien, Major, que la flotte française est bloquée à Newport. Je ne l'ignore pas, mais une escadre commandée par le comte de Grasse nous est annoncée. C'est sans doute pour décider des opérations à entreprendre en accord avec elle que le général Washington a quitté le Connecticut pour venir à Hartford. The seat of science, Athens, and her proud mistress Rome, where now are all their glories, you scarce can find a tomb. Then God unites Americans, nor stoop to lawless sway. Oppose, oppose, oppose for North America. Marquis de Lafayette. Général? Colonel Hamilton. Général? Je viens de faire prévenir Mrs. Arnold
que nous déjeunerons chez elle, à Robinson House. Oui, je désire en effet vous montrer le fort de West Point. Savez-vous, jeunes gens, que c'est là notre position la plus forte? West Point est bien à 50 miles de New York. Exactement. Le fort est bâti sur un rocher qui domine l'Hudson. Il est défendu par une île couverte de batteries à fleur d'eau. Il doit être difficile de prendre West Point. Impossible, pouvez-vous dire, Hamilton. Car il renferme un magasin de vivres et un arsenal qui permettrait aux assiégés de résister pendant des mois. Ajoutez à cela qu'il est commandé par mon ami, le valeureux général Arnold. Arnold? Benedict Arnold? Dont on dit qu'il a les ressources et le courage de 12 hommes? C'est vrai. Nous aurons le plaisir de déjeuner avec lui tout à l'heure. Si votre cheval veut bien vous y conduire. Car pour l'or, général Washington, il me semble qu'il a pris une mauvaise direction. En effet, ce chemin conduit à l'Hudson. Ma foi, je vais en profiter pour examiner l'état des redoutes qui se trouvent sur la berge. Mais général, nous serons en retard pour le déjeuner et Mrs. Arnold va nous attendre. Ah, jeunes gens. Je sais que vous êtes tous amoureux de Peggy Arnold et que vous désirez la voir le plus tôt possible. Allez la prévenir de ne pas m'attendre et de se mettre à table avec vous. Je ne saurais tarder longtemps. À vos ordres, général. Général Lafayette, prenez avec vous le colonel Gouvion. Il n'a pas encore dû perdre son bon appétit de France. Beneath this western sky, we formed a new dominion, the land of liberty. The world shall own we're masters here, then hasten on the day. Huzzah, 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 for free America. Proud Albion bowed to Caesar and numerous lords before, to Picts, to Danes, to Normans, and many masters more. But we can both compare. Hamilton, Gouvion, arrêtons-nous auprès de cette fontaine pour nous préparer à affronter le regard exigeant de la belle Peggy. Volontiers. La belle Peggy. Qui est-ce? Mais Mrs. Arnold? Ah, mais c'est vrai que vous avez débarqué il y a peu de jours en Amérique, Gouvion, et que vous ignorez encore le nom des beautés qui font battre le cœur des insurgents. Mrs. Arnold en est une? Hélas, en était une, quand elle s'appelait encore Peggy Shippen, et que son cœur n'avait pas été conquis par le général Arnold. Oui, ce choix nous a tous laissé pantois. Pourquoi donc? Mais parce qu'Arnold a bien 20 ans de plus que sa femme et une jambe de bois. Sans oublier, Marquis, les accusations de détournement de fonds qui ont terni sa réputation de héros et le blâme que lui a décerné le Congrès. Vous êtes d'une mauvaise langue, Hamilton. Mais à cheval, messieurs. Sinon, le général Washington sera arrivé avant nous. Pourquoi ce Congrès a-t-il décerné un blâme à Arnold? Parce que ce chef intrépide de l'expédition en canoë contre Québec, ce héros du seul combat maritime de la flotte des insurgents contre celle des manteaux rouges sur le lac Champlain, n'avait pas obéi aux ordres de son chef, le général Gates, lors de l'attaque de la ville de Saratoga. Il n'attendit pas que Gates le lui ordonna pour se lancer dans la bataille. Il y perdit sa jambe, emporta la ville et Gates en eut l'honneur. Recueillir un blâme au lieu de recevoir des lauriers, il y a de quoi vous écrire un homme. Heureusement, le général Washington le protégea et le fit nommer gouverneur de Philadelphie lorsque les Anglais abandonnèrent la ville. Une ville dont Peggy Shippen était la perle des salons. Une perle que les officiers insurgents qui avaient entendu parler de sa beauté furent surpris de trouver car on l'avait prétendu fiancée à un Anglais, le Major André. Un très séduisant jeune homme. Bel et charmant. Poète, musicien, peintre, la coqueluche des dames. Ce Don Juan est d'ailleurs le fils d'un marchand suisse établi à Londres. Et cette Peggy lui a préféré le rude soldat infirme? Au caractère exécrable, oui, mon cher. Après un exemple pareil, comment oser prétendre comprendre quelque chose aux femmes? N'essayons pas, profitons seulement de leur vue. Au galop! Allons profiter de celle de la belle Peggy Arnold. Major Tallmadge, je vous prie de lire cette lettre que j'aimerais que l'on fasse parvenir au général Washington, car c'est vous qui, le premier, avez soupçonné ma véritable identité. Je préférerais que vous me la lisiez vous-même, monsieur. Je le ferai donc.
Je prie votre Excellence d'être bien persuadé que ce n'est pas par crainte pour ma sécurité que je m'adresse à elle, mais bien pour me laver de l'accusation d'avoir pris une fausse identité pour de misérables raisons concernant mon seul intérêt, une conduite incompatible avec les principes qui dirigent ma vie. La personne en votre possession est le major John André, adjudant général de l'armée britannique. Vous êtes le major André, l'adjoint du général Clinton. Je n'aurais jamais imaginé... Mais, je vous prie, monsieur, ne tenez pas compte de mon étonnement. Continuez votre lecture. La requête que j'ai à adresser à votre Excellence est qu'une conduite décente soit tenue envers moi, car bien qu'infortuné, je n'ai à me reprocher rien de déshonorant. Je n'ai eu d'autre but que le service de mon roi, et c'est involontairement que j'ai été un imposteur. Permettez-moi d'écrire à Sir Henry Clinton et à un de mes amis pour lui demander des vêtements et du linge. Je prends la liberté de vous mentionner la situation de quelques personnes qui, à Charleston, prisonnières sur parole, ont comploté contre nous. Elles pourraient être échangées contre moi, ou alors le même traitement qu'à moi pourrait leur être appliqué. Vous engagez-vous, Major Tolmage, à faire parvenir cette missive au général Washington? Dans les plus brefs délais, Major André. Mais quelque chose me gêne dans votre aveu. Puis-je vous en faire part? Je vous en prie. Vous prétendez que vous n'avez rien à vous reprocher de déshonorant. Vous en êtes juge et je veux bien le croire. Mais prétendre que c'est involontairement que vous avez été un imposteur, n'est-ce pas mentir? Car ce n'est pas habillé en soldat, mais en civil que vous avez été pris par les Skinners. Vous avez raison, Major. Mais cet accoutrement de fermier m'a été imposé par les circonstances, car c'est en uniforme que j'ai quitté la corvette Vulture, qui avait remonté l'Hudson et jeté l'ancre au sud de Tiller's Point. J'ai gagné le rivage, près de Longgrove, dans la barque d'un fermier. Ce fermier a donc su que vous étiez un officier anglais. Il n'a pu vous assister que contre une grosse somme d'argent? Je ne veux pas qu'on accable cet homme. Il a cru que j'étais un parlementaire envoyé pour traiter avec l'armée des insurgents. Ce qui laisse supposer que vous aviez rendez-vous avec un officier américain. Vous comprendrez, Major, que mon honneur m'interdit de livrer le nom de ce traître. Je préfère dire d'un homme à qui la cause d'indépendance des colons américains ne semble plus justifier ses efforts et son dévouement. Si vous êtes bien, Major André, l'homme d'honneur dont la réputation est venue jusqu'à nous, vous devez éprouver envers cet officier un mépris semblable au mien, bien que ses actes aient dû servir à l'armée anglaise. Précisément, Major Tolmage, je n'avais à me préoccuper que des actes de cet homme, et de rien d'autre. C'est-à-dire des papiers et des plans trouvés dans vos bas et qui livraient aux troupes du général Clinton le fort de West Point. Je ne saurais le nier. Mais revenons-en à vous. Si vous avez débarqué en uniforme sur le terrain situé entre nos lignes, pourquoi n'êtes-vous pas reparti de même, en uniforme? Parce qu'après avoir discuté avec... Avec le traître? Avec cet officier, toute la nuit, mi-parti dans un bois de sapin, mi-parti dans la maison du fermier pour y prendre quelque nourriture, lorsque je voulus regagner à l'aube le Vulture, un fait inattendu se produisit. Eh bien, Josua, qu'y a-t-il? Oh là là, monsieur les officiers, j'étais là sur la rive, à préparer la barque, lorsque le poste du capitaine Livingston s'est mis à tirer sur le Vulture. La corvette a-t-elle été touchée? Non, mais elle a mis la voile en direction de New York. Elle est partie? Non, mais elle a jeté l'ancre hors de portée du poste, loin en aval. Ce qui veut dire qu'il nous faudra ramer longuement sur l'Hudson pour que je regagne son bord. Mais non, moi je veux pas vous reconduire. Ah non, je ne peux pas. Moi. Pourquoi cette décision, Josua? Parce que je suis malade. Faut pas que je reste longtemps sur l'eau. Dis plutôt que tu crains les boulets du poste. Là, mais mettez-vous à ma place. Je suis pas un soldat, moi. Comment, en SCA, puis-je regagner les lignes anglaises? Je pourrais la nuit prochaine vous reconduire à cheval jusqu'à Dobbs Ferry. Il nous faudra traverser le terrain situé entre nos deux armées. N'est-ce pas bien imprudent? Ce le serait si vous gardiez votre uniforme. Les postes de garde pourraient vous abattre et non vous faire prisonnier.
Josua. Oui. As-tu des vêtements à donner au major? C'est que... non, je vous les paierai. Oh, c'est pas ça, non, c'est qu'ils sont guère beaux. Ils sont là dans le coffre, tenez. Voyez? Un manteau bleu, une veste bordeaux... Orné d'un galon jaune criard du plus heureux effet. Il n'importe. Vous aurez ainsi l'aspect d'un véritable Américain. Surtout si on y ajoute ce gilet et ces culottes de nankin, ce chapeau rond et ces barres brisées. Oui, mais pensez-vous vraiment que ces vêtements suffisent à assurer ma sécurité? Sans doute. Mais pour l'assurer complètement, je vais rédiger pour tous deux les laissez-passer, disant que vous êtes autorisés à vous rendre à Dobbs Ferry pour un travail d'utilité publique. Et à en revenir. Il ne pourra ainsi rien vous arriver de fâcheux, étant donné la qualité de ma signature. Voilà, Major. C'est à la suite de ces circonstances que je quittais mon uniforme militaire pour revêtir les vêtements civils dans lesquels je suis encore et que j'ai grand hâte de quitter. Ils ne m'ont d'ailleurs pas préservé, puisque Josua ayant refusé de me conduire jusqu'à la fin de la zone dangereuse, je fus capturé par vos partisans. Votre laissez-passer ne vous a pas été d'une grande utilité. Mais à ce propos, vous n'aviez pas à cacher le nom du traître, puisqu'aussi bien le colonel Jameson et moi-même avons reconnu son écriture et sa signature sur ce papier. Elles ne sont autres que celles du général Benedict Arnold. Le général Washington ne peut que donner l'ordre de le faire arrêter dès qu'il aura reçu notre messager, ce qui est peut-être déjà fait. Vous savez, Mrs. Arnold, votre réception est tout à fait charmante. Je pense, messieurs, que j'ai eu raison de ne pas aller au-devant du général Washington, de crainte de le manquer. Il semble s'attarder dans son inspection. Quelle bonne idée il a eu de vous envoyer nous prévenir à Robinson House, marquis de Lafayette. Oh, général, je vous en prie, Mrs. Arnold. Général Lafayette, je tiens beaucoup à ce titre, que j'ai eu l'honneur, non pas d'hériter, mais de mériter en combattant aux côtés de vos soldats et que je dois aussi à la bonté du général Washington. On m'a dit qu'il vous considérait comme son fils, ce général, ainsi que vous, colonel Hamilton. Il est vrai. Il aime les jeunes. Nous avons 23 ans tous les deux. Il les aime autant que les bons vins et... et les jolies femmes. Ah. Telle notre charmante hôtesse, dont il admire fort la beauté et le charme. Mais le général Washington apprécie fort aussi le mari de cette hôtesse. Eh bien, je vous en prie, messieurs, reprenez de ce pudding. Avec joie. Un appelé urgent pour le général Arnold de la part du colonel Jameson. Vous permettez, messieurs? Faites, général. Je vous prie de m'excuser, messieurs, mais il me faut vous quitter. Je suis appelé d'urgence pour une affaire de service. Peggy, voulez-vous abandonner nos hôtes quelques minutes et me rejoindre dans ma chambre? Il me faut vous parler. Volontiers, mon ami. Je reviendrai, messieurs, avant que le général Washington n'arrive, je vous le promets. Je me demande ce qui se passe, Hamilton. Nous avons vu par cette fenêtre le général Arnold partir au grand galop et sa femme n'est point revenue. Oui, cela est étrange. Demandons à ce nègre qui nous apporte le café d'aller s'informer de sa maîtresse. Dites-moi, mon ami, où est Mrs. Arnold? Oh, mistress bien malade, mistress beaucoup pleuré, mistress criait, oh, mistress vouloir tuer son bébé. Mon Dieu, mais qu'a-t-il pu se passer? Je vais vous le dire, messieurs. Ah, enfin, général, vous voilà. Le déjeuner est terminé? Il s'agit bien de déjeuner. En effet, j'ai été rejoint sur la route de Robinson House par 2 messagers, dont l'un m'avait cherché vainement à Hartford. Il m'a porté des papiers qui démontrent indubitablement que le général Arnold allait livrer West Point aux Anglais. Est-ce possible? Cela ne serait-il pas encore des calomnies? Hélas, non.
car le deuxième messager m'a apporté les aveux de son complice, le major John André. Il a été capturé alors qu'il regagnait les lignes anglaises. Qu'allez-vous faire de ce dernier? Le faire passer en conseil de guerre au mon quartier général de Tappan. Et le général Arnold? Il recevra le châtiment qu'un traître mérite. Si nous pouvons le rattraper. Hamilton, sautez à cheval et allez prévenir le poste vers Clans Point qu'on arrête ce traître. À vos ordres, général. Ah, monsieur de Lafayette. À qui se fier maintenant? Come join hand in hand the brave Americans all, and rouse your bold hearts at fair liberty's call. No tyrannous act shall suppress your just claim, or stain with dishonor America's name. In freedom we're born, and in freedom we'll live. Our purses are ready. Steady, friends, steady. Not as slaves, but as free men, our money will give. Major Talmadge, pouvez-vous me dire ce qu'il va advenir de moi au quartier général de Tappan où vous me conduisez? J'avais, Major André, un très cher ami au collège de Yale, Nathan Hale. Il s'engagea dans l'armée, mais après la bataille de Long Island, le général Washington eut besoin de renseignements concernant les forces, les positions et les mouvements de l'ennemi. Le capitaine Hale établit son réseau jusqu'à Brooklyn. Mais il fut pris le 21 septembre 1776. Vous souvenez-vous de la fin de l'histoire? Oui. Hale fut pendu comme espion. Mais on ne peut considérer mon cas comme semblable au sien. Exactement semblable. Et votre sort sera semblable. C'est impossible. Que voulez-vous, monsieur de Lafayette? Général Washington, le colonel Hamilton et moi-même sommes venus vous demander de surseoir à l'exécution du jugement qui a été rendu hier. Oui, général. Nous savons que vous n'avez pas voulu assister à ce jugement, ni voir en particulier le major André. Si vous l'aviez fait, vous n'auriez pu être comme nous, ces juges, que touchés par sa grâce, sa jeunesse, sa dignité. C'est les larmes aux yeux que nous avons dû rendre la sentence, le condamnant à être pendu. Pensez-vous, messieurs, que cette sentence soit inique? Non. Hélas, non. Ces vêtements civils n'ont-ils pas fait convaincre André d'espionnage? Oui, mais peut-être un complément d'information pourrait sauver ce malheureux jeune homme. Eu égard à sa jeunesse, je veux bien lui accorder un délai d'1 semaine. Et je consens à réclamer des éclaircissements au général Clinton. Oh, merci. Merci. Merci, général. Merci, général. Général Robertson, tous les arguments que vous avez avancés de la part du général Clinton ne peuvent modifier en rien le sort réservé au major André. En ce cas, général Green, je vous demanderai d'accepter que le verdict soit examiné par un jury supérieur composé du maréchal de Rochambeau pour votre parti et du général Knyphausen pour le nôtre. Cette proposition est irrecevable. Soumettez-la au général Washington. Je sais qu'il répondra de même. Mais j'ai une autre proposition à vous faire. Nous consentons à échanger le major André contre le général Arnold. Ceci me semble possible. Je vais immédiatement envoyer porter cette offre au général Clinton par le capitaine Oden. Général Arnold, je ne vous livrerai pas aux Américains. Je ne peux, de ma seule volonté, vous envoyer à la mort. Car c'est bien la mort qui vous attend, si vous retournez à Tappan. Mais je vous laisse libre de sauver l'existence du jeune et brillant chef de mes services secrets, que j'avais envoyé s'entendre avec vous
sur les conditions de votre passage à nos côtés. Je vous laisse un moment, afin que vous preniez seul votre décision. Général Robertson, Général Green. Capitaine Oden, le général Arnold est-il avec vous? Non. J'apporte seulement une lettre de lui destinée au général Washington. Vous pouvez me la donner, je suis autorisé à en prendre connaissance en tant que président des jurés. Mais pourquoi froissez-vous et jetez-vous cette lettre, général Green? L'ignoble individu. Savez-vous ce qu'il ose écrire? Non seulement il refuse de se livrer, mais encore il menace, si nous exécutons le major André, de faire tuer toutes les personnes détenues à New York. Monsieur de Lafayette, c'est donc bien aujourd'hui, 1er octobre 1780, que doit se terminer ma vie? Hélas. Voulez-vous accepter, en souvenir d'une amitié qui m'a été précieuse, bien qu'elle fût brève, ce portrait que j'ai dessiné en me regardant dans une glace? Je l'accepte avec la plus profonde émotion. Il me rappellera un homme courageux et malheureux. Savez-vous, monsieur de Lafayette, si on a bien remis au général Washington la lettre que je lui ai écrite hier? Oui. Il l'a reçue et il l'a lue avec émotion. Soutenu contre la terreur de la mort par le souvenir d'une vie consacrée à des actions honorables, j'ai confiance que la demande que j'adresse en ce grave moment à votre Excellence et qui adoucira ma dernière heure ne sera pas rejetée. La sympathie d'un militaire pour son frère d'armes portera sûrement votre Excellence et le Conseil de guerre à choisir pour moi le supplice le plus en rapport. À choisir pour moi le supplice le plus en rapport avec les sentiments d'un homme d'honneur. Permettez-moi d'espérer que si quelque chose en moi vous inspire de l'estime, j'éprouverai le résultat de ce sentiment en apprenant que je ne mourrai pas sur le gibet et que je serai fusillé comme un soldat. J'accompagnai le jeune major André, il n'avait que 29 ans, sur les lieux de son supplice. Il était vêtu des pauvres vêtements de Joshua Smith. Il fut conduit jusqu'à une prairie qui se trouvait à quelques mètres de la maison où il avait vécu ses derniers jours. Il passa devant la musique militaire. Je vous félicite, messieurs. Vous jouez fort bien. C'est un musicien qui vous l'affirme. Quand le major aperçut la potence, il baissa légèrement la tête, frappa du pied, puis releva son visage, se mordit la lèvre et s'écria « Dois-je donc ainsi mourir ?» Major André, voulez-vous s'il vous plaît monter sur la charrette? Bourreau, agissez maintenant ainsi qu'il convient. Ne me touchez pas! Je passerai moi-même ma tête dans la corde. Laissez-moi mettre mon mouchoir sur mes yeux. Mais veuillez attacher mes mains avec cet autre mouchoir. Merci. Ce ne sera qu'un moment pénible. Major André, vous pouvez faire une déclaration si vous le désirez. Je vous prie seulement, colonel Scamel, d'apporter le témoignage que j'ai subi mon sort comme un homme courageux. Bourreau, fouettez vos chevaux. Hey! Soldat Smith, sautez sur les épaules du supplicié et pesez de tout votre poids afin d'abréger son agonie. Le corps du major André fut enterré dans le cimetière de Tapham. Mais 40 années plus tard, en 1820, ses restes furent inhumés à Westminster Abbey, l'exécution pourtant justifiée du jeune homme ayant provoqué une immense et durable colère en Angleterre. Sir Clinton ne s'était-il pas écrié en l'apprenant « L'horrible chose est faite. Washington a commis un meurtre prémédité. » Les trois Skinners reçurent,
En récompense de leur prise, le cheval du major et $300 de pension annuelle. Quant au général Arnold, brûlé en effigie dans toute l'Amérique, il se vengea de ses compatriotes en luttant avec acharnement contre eux, brûlant la ville de Richmond et tuant les habitants de plusieurs villages. Mais à Londres, où il s'établit après la guerre, avec sa femme et ses fils, on lui tourna ostensiblement le dos. Il fit du négoce avec les Indes et mourut en 1812. Mais il est intéressant de noter ce fait étrange. Benedict Arnold, traître à sa patrie, exprima comme dernier désir la volonté d'être inhumé dans son habit de général américain, ayant à ses côtés l'épée que lui avait remise Washington après sa conduite héroïque à Saratoga.